Ces gens qui se permettent de me menacer à mort, ils oublient que j'ai une mère haïtienne. Elle est née à Rome d'un père italien et d'une mère haïtienne. Stella Jean n'a jamais vécu dans une seule identité. Très tôt, elle grandit à un carrefour, celui des cultures, des histoires et des luttes. Sa mère avait fait de leur maison un lieu de passage pour les Haïtiens loin d'Haïti. Je commençais mon travail de styliste avec cette intention de parler et d'expliquer qu'est-ce que le multiculturalisme incontrovertible d'Édouard Glissant. Stella transformera ce carrefour en langage artistique et esthétique. Un dialogue puissant entre la haute couture italienne et les savoir-faire haïtiens, péruviens, béninois et plus récemment, bhoutanais. Une mode engagée, audacieuse. Repérée et soutenue par Giorgio Armani en 2013, ses créations sont aujourd'hui portées par les plus grandes stars du monde, dont Rihanna et Beyoncé. Oui, nous avons bien dit Rihanna et Beyoncé. Stella Giorgio Armani t'a choisi pour être le premier styliste qui va défiler dans son espace à Milan. Et j'ai dû arrêter la voiture, je suis descendue et j'ai commencé à crier, sauter. En 2024, c'est Haïti qu'elle habille aux Jeux Olympiques. En 2026, elle s'inspire d'une peinture d'Édouard Duval-Carrier, représentant Toussaint Louverture, pour créer l'uniforme d'Haïti aux Jeux Olympiques d'hiver. Stella et Haïti ont encore volé la vedette selon le New York Times. Haïti est le grand vainqueur de cette cérémonie d'ouverture. Mais au-delà des paillettes du monde de la haute couture, Stella Jean est une femme de combat. Dans cette entrevue, elle partage son affrontement avec le racisme, son long chemin vers l'acceptation de sa double identité culturelle, son attachement profond à Haïti et sa relation fondatrice, mais complexe avec sa mère. Lorsque un des référents du comité olympique haïtien m'a appelé pour me demander si j'aurais voulu faire l'uniforme, de créer l'uniforme pour Haïti, c'était un oui peut-être un peu même militaire parce que ça a été oui, évidemment je le fais. Voici notre conversation avec Stella Jean dans son intimité et toute sa vérité. Giorgio Armani a été fondamental pour mon parcours. Quand il m'a choisi comme premier brand, première marque qui aurait défilé dans son espace, donc au Théâtre Armani. Pour la première fois, il laissait son théâtre à disposition, il mettait son théâtre à disposition d'une styliste. Et c'était une styliste méconnue, une styliste qui faisait quelque chose de très différent de son univers. Et pourtant, il a décidé ce jour-là avec Franca Sozzani. Franca Sozzani, c'était le directeur de Vogue italien, des directeurs les plus célèbres des Vogue au monde, de me donner cette opportunité. Je parle souvent, lorsque je parle de mon parcours, qui est assez singulier, que je ramène toujours cette histoire à l'histoire de David et Goliath. Et ce jour-là, j'étais un David avec au moins 2 Goliaths derrière moi. Et grâce à cette opportunité, comme je disais, j'ai pu devenir le premier membre noir de la Chambre de la mode italienne. Et je me souviens lorsqu'on m'a appelé pour me dire ça, pour me donner cette nouvelle, j'étais en train de conduire et je réponds et on me dit Giorgio Armani, Stella Giorgio Armani t'a choisi pour être le premier styliste qui va défiler dans son espace à Milan. Pour moi, c'était une blague, donc j'ai raccroché. Je me rappelle en me disant, ce n'est pas une blague, on n'a pas trop de temps à perdre, donc, Giorgio Armani t'a choisi pour être. Et j'ai dû arrêter la voiture, je suis descendue et j'ai commencé à crier, sauter. Je crois que les gens croyaient que quelque chose s'était passé. J'étais tellement enthousiaste et à partir de ce moment-là, j'ai eu évidemment un stress dû au fait que, évidemment, pour moi, je n'étais pas au niveau. C'était quelque chose de tellement énorme. Mais j'ai pensé aussi, s'il m'a choisi, c'est
pour quelque chose que j'ai fait, quelque chose que j'ai dit avec ma collection. C'est ça qui était différent par rapport aux autres. Je ne peux pas dire que je suis la meilleure styliste au monde, mais peut-être je suis quelqu'un qui a décidé de parler à travers la mode. Ça ne peut pas être que des beaux vêtements. C'est pas moi qui va faire seulement des belles collections. On a des belles collections chaque jour, malheureusement, parce qu'on a des mass production incroyables dans le monde. Donc, on n'a pas besoin encore de belles collections. On a peut-être besoin d'un instrument, quelque chose qui puisse aller au-delà, qui puisse être un instrument aussi que je disais au début de ma carrière, de contre-colonisation. On nous a imposé des costumes, on nous a imposé un style pour des siècles. Donc le parcours a été de l'Europe à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, à Haïti. Et maintenant, on a la possibilité de faire une contre-colonisation, sans rien imposer, sans violence. Mais en essayant de faire comprendre qu'on peut cohabiter d'une façon respectueuse. Je commençais mon travail de styliste avec cette intention de parler et d'expliquer qu'est-ce que le multiculturalisme incontrovertible d'Édouard Glissant était. On ne peut pas penser que ça ne va pas avancer, ça ne va pas augmenter. Donc, à ce point, c'est mieux de bien se préparer, parce que la société, ça sera ça. Lorsque j'étais petite, comme je disais, on était les seuls dans le quartier, mais non, dans les classes en Italie aussi, il y a plein de filles d'immigrants. Donc, et ça va toujours augmenter. Donc, c'est question de se préparer. J'aimerais que ça n'arrive pas. Je ne vais pas dire à mes fils, parce que malheureusement, à mes enfants aussi, c'est déjà arrivé, mais je vais dire à mes petits-enfants, de mettre en doute celles qui sont tes assurances lorsqu'on me demande où est-ce que tu es né ou t'es quoi. Et je réponds italienne. Oui, mais non, mais vraiment, t'es quoi? Italienne, vraiment. Et au début, ça peut faire sourire un peu, mais après un certain temps, donc c'est tes assises qui commencent un peu à être un peu secouées par ces phrases qui ne sont pas acceptables, qui n'étaient pas acceptables. Et après 25 ans, j'ai eu les mêmes réactions avec mes enfants. Mon fils surtout, qui m'a coupé la tête. Et lorsqu'il était petit, on lui demandait « T'es né où? T'es quoi ?» Il disait « Je suis romain », parce qu'ils sont vraiment romains. Et non, c'est pas possible. Et la même histoire, la même chanson qui se répétait. Et à un certain moment, je me souviens, pour ne pas avoir cette série de questions qu'on te posait et que les gens se sentaient toujours légitimés à te poser, genre « Ah bon, alors c'est ta mère, alors c'est ton père, alors c'est ton grand-père et très-grand-mère. » Il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette italianité. Je commençais à dire, lorsque j'étais adolescente, je suis haïtienne. Quand je disais je suis haïtienne, les gens ne demandaient rien d'autre. Mais évidemment, lorsque j'arrivais en Haïti, ça ne pouvait pas tenir, non? Et je me souviens, j'avais suggéré à mon fils de faire un peu le même jeu. Lorsqu'on te demande t'es quoi, tu réponds ce que tu veux. Ils vont tout croire, sauf que tu es italien. Donc, dis que tu es de n'importe quel pays, ils vont tout croire. Et il avait commencé à jouer, mais c'était juste pour ne pas mettre trop d'attention ou trop de cœur dans ça. Pour qu'il ne ressentait pas ce que j'avais ressenti. Cette impossibilité d'appartenir d'un côté ou de l'autre. Il y a une très belle chanson métisse de
Gaël Faye. Ben, la phrase n'est pas trop élégante, mais lorsque tu es entre deux chaises, tu décides de t'asseoir par terre. Donc, tu décides de créer un espace qui est à toi, même si c'est un espace créatif, inventé, c'est pas grave. Il te faut un espace, surtout dans un moment de ta vie, comme l'adolescence, où tu n'arrives pas à trouver de l'encouragement nulle part, tu n'arrives pas à trouver de port, non, de côté où pouvoir t'accrocher. Et après un certain moment, avec la collection, avec la possibilité de m'exprimer avec la mode, donc d'utiliser, comme je disais, les vêtements comme si c'était des phrases, des paroles, des mots, j'ai pu comprendre que c'est très important, là, comme Pape François disait, la culture de la rencontre. C'est quelque chose de fondamental, la culture de la rencontre. Mais sans jamais négocier sa propre identité. Donc, ce n'est plus important que les gens n'y croient pas. C'est à moi de savoir qu'est-ce que je veux être. C'est à mes enfants de savoir qu'est-ce qu'ils veulent être. Mais j'aimerais que mes petits-enfants n'aient pas à répondre à ces questionnaires infinis par rapport à leur origine. Et aussi que les gens se sentent libres de te poser plein de questions, même si c'est la première fois qu'ils te rencontrent, et tu réponds, je suis italienne, ah non, c'est pas possible, alors ta mère, alors ton père, ton grand-père. Je trouve pas quelque chose de très acceptable. Naître et grandir à Rome, avec ses origines haïtiennes, a été une expérience, je crois, assez unique et particulière. Il faut penser que j'étais, moi avant, après moi et ma sœur, on était les seules filles noires dans le quartier, dans l'école, en cours de danse, en natation, partout. Et en plus avec une identité aussi forte que l'identité haïtienne. Surtout qui passait à travers une mère qui mettait Haïti avant tout. Donc très différente de la conception des immigrants à ce temps-là. Et elle n'a jamais souffert d'infériorité par rapport aux autres. Au contraire, elle a toujours parlé de son pays avec une fierté, avec une supériorité. Parfois, je pourrais dire même trop. Peut-être elle aurait pu balancer ça un peu mieux. Parce que quand même, on est en Italie, on a une belle histoire aussi, on a un bon standard par rapport à l'histoire et à la culture. Mais bon, pour elle, Haïti était supérieur à tout ça, à l'Italie. Et donc, on n'a jamais eu de complexe dans cette direction. La seule chose, c'était que, en entendant parler par elle de ce pays incroyable, le plus incroyable au monde, qui n'avait pas de père, il n'y avait qu'Haïti qui était supérieur dans ça, la première République noire, le pays qui avait battu les armées de Napoléon. Et il faut penser qu'à cette époque-là, les moyens d'information immédiats qu'on a maintenant, genre Internet, n'existait pas. Donc, on étudiait l'histoire sur les livres et nous obligeait à étudier l'histoire d'Haïti avec des livres qu'elle faisait venir d'Haïti pour nous. Et bien, là, après un certain bout de temps, c'était vraiment trop pour nous. Il fallait étudier à l'école et après étudier l'histoire d'Haïti à la maison. Donc, pour essayer de mettre un peu une limite à tout ça, une fois je lui ai posé une question en lui disant « Mais si tout cela est vrai, si Haïti est vraiment le meilleur pays au monde, la première république noire, le pays qui a battu les Français et tout et ça, pourquoi on n'a jamais lu de ça dans nos livres d'histoire italienne et dans nos livres d'histoire français ?» Et bon, c'est sa réponse qui a un peu déclenché chez moi un esprit et une vision complètement différente. Lorsque je lui ai posé ces questions, elle a répondu « Ne demande pas
au lion l'histoire de comment le petit souris lui est échappé. Et c'est absolument vrai, c'est absolument ça. À partir de ce moment, c'est mon esprit critique qui a commencé à se lever un peu et comprendre que oui, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et ce qu'on étudie, c'est ce qu'ils veulent qu'on sache. Mais il y a tellement de choses à découvrir. Et c'est peut-être par là que ma curiosité active est commencée. Et oui, c'est quelque chose d'incroyable. Et lorsqu'on on commence à y penser, et c'est encore plus extraordinaire parce que je ne crois pas que dans le monde, il y a quelqu'un, un vainqueur, qui a été condamné à la pauvreté à toujours comme Haïti. Grandir avec une figure aussi fière et forte et assertive comme ma mère, ça a été quelque chose d'assez lourd et, je dois dire, même désagréable. Parce que il faut penser que c'était la seule voie dans cette direction que j'entendais. Mais c'était aussi celle qui me permettait, peut-être pas d'une façon consciente, mais d'une autre manière, de contrebalancer la culture italienne. Donc il n'y avait pas que ça. Elle a étudié l'art dramatique, donc c'était surtout dans le théâtre pour elle. Elle nous a toujours entourés de beaucoup de livres, de littérature aussi très lointaine d'Haïti, parce que, par exemple, elle aimait Tchekhov. Elle aimait aussi des auteurs italiens que j'ai là toujours avec moi. Et cette hétérogénie, ce pluralisme dans le choix aussi des auteurs, ça m'a beaucoup aidée parce que ça m'a vraiment ouvert au monde. C'est quelqu'un qui nous a appris l'éducation d'une façon très très stricte, très très sévère. Donc ça m'a toujours fait sourire lorsqu'on me parle de « Ah, t'es une fille tropicale, donc non, on n'est pas vraiment ça, ma sœur et moi. On est assez le contraire. C'était vraiment un gendarme et quelqu'un de très lié aux manières, à l'étiquette aussi, quelque chose de différent par rapport aux clichés des Caraïbes que les gens autour de nous avaient. Aussi, lorsque tu danses, n'exagère pas. Tu ne fais pas de la... Qu'est-ce que nous disait? Tu ne fais pas de la... bon, je ne me souviens pas. Entertainment. Et donc, rester assez bien élevé, avec des manières, c'était très important. Évidemment, à ce moment-là, c'était, comme je disais, c'était lourd et c'était insupportable pour moi, mais je dois dire que du moment que j'ai quitté la maison à 18 ans, parce que, comme je disais, c'était difficile de vivre avec quelqu'un comme ça. J'ai appris, au fur et à mesure du temps qui passait, que c'était grâce à ces règles, à ce qu'elle nous avait appris, que j'ai pu rester dans la bonne voie. Que, tu sais, au début, lorsque tu commences comme mannequin, c'est un milieu où il y a beaucoup de choses qui pourraient te porter dans des mauvaises affaires, dans des choses qui ne sont pas bien, disons. Mais grâce, pas seulement à l'éducation, à la culture, et ce que j'ai découvert seulement en sortant de chez moi, c'est la foi. Lorsqu'elle nous obligeait à aller à la messe chaque dimanche, aller à l'église chaque semaine, je me disais tout le temps, à 18 ans, ça sera fini, c'est fini. Pour moi, ça serait le dernier jour de ma vie que je ferai ça. Pour moi, église, etc. Non, c'est
c'est pas quelque chose que je vais continuer parce qu'elle nous oblige à faire ça. Et incroyablement, lorsque j'ai pu décider de ma vie, lorsque j'ai pu voir qu'est-ce qui était mieux pour moi, ça a été ma première décision d'adulte, ma foi. Donc la prière, la religion catholique, celle qu'on suit, et qui est toujours là avec moi aussi. Et j'ai vu ça avec mes enfants également, parce que là, c'est vrai, je les forçais un peu à prier, à suivre un peu les cours de religion et tout. Et je vois que maintenant qu'ils sont sortis, qu'ils sont partis, qu'ils étudient à l'étranger, j'ai trouvé la Bible dans la chambre de ma fille et je lui ai dit pourquoi la Bible est là, ouverte sur ta table? Parce que parfois je prends et je lis des passages. Je dis waouh! Personne l'avait obligé. Et je vois que l'histoire un peu se répète. Beaucoup de gens ne savent pas que Jean-Claude Jean de Tabou Combo est mon oncle. Et vous savez très bien quelle est la forte union de ce groupe mythique haïtien. Et de suite, pratiquement tout le groupe, je peux les appeler oncles. Donc Choubou, Tidolf et tous les autres. Et c'est une famille qui a été assez présente et qui est même passée plusieurs fois en Italie parce que Tabou Combo a joué partout dans le monde. Et donc j'ai eu la chance de les avoir aussi en Italie. Je crois que j'ai eu la chance d'être un peu le résultat des cultures, des arts que notre mère nous a d'un côté imposé. Mon père aussi dessinait de bijoux et oui, peut-être c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie d'une façon dont je ne me suis pas aperçue peut-être au début. Mais je dois dire que je dois remercier aussi pour la diversité de cultures auxquelles ils nous ont exposés très tôt. Ma mère aussi. Parmi les choses que nous obligeait à faire, il y avait, qui était d'un côté quelque chose de très agréable, accueillir toujours les auteurs et les écrivains surtout, les peintres, les écrivains haïtiens qui passaient par Rome. Donc ils passaient tous à la maison. Et elle avait toujours la très bonne idée de leur faire lire les livres, des passages des livres devant toutes les personnes qui ont hospité chez nous. Et elle me demandait de traduire ça immédiatement. Et je crois que c'est quelque chose d'impossible de traduire un poème, non? Donc elle me mettait toujours dans l'embarras complet de ne pas arriver à faire cette traduction immédiate. Mais de l'autre, quelque chose est passé de très fort et de très, comme je disais, pluralisme, multiculturel. Et ce multiculturalisme a toujours été là, a commencé à rentrer par cette porte de famille. Et il est toujours resté dans ma vie. Et lorsque j'ai commencé à faire designer, à faire du stylisme, c'est là que j'ai essayé de porter tout ça dans mon travail. Donc c'était le reflet de mon identité. Au début, les gens disaient comment je pouvais rassembler des looks, admettons des choses complètement différentes, d'extraction, d'origine, de culture complètement différentes, dans la même histoire, dans la même collection, dans le même look. Et pour moi, c'était si naturel parce que j'étais le résultat des deux opposés. Donc, je ne faisais autre que raconter une image, raconter un tissu. C'est une histoire faite de tissu, pas de paroles, mais le résultat est toujours une narration qu'il faut écouter, ne pas seulement regarder. Parce que ça raconte beaucoup. Lorsque, au début, j'ai gagné le concours de Who's Next, c'était grâce à cette histoire, parce qu'il m'avait renvoyé plusieurs fois. Parce que jusqu'à là, je portais dans mon travail seulement la partie italienne. À un certain moment, lorsqu'on m'a renvoyé pour la 3e fois,
à ce concours international, qui est un concours italien très prestigieux, le plus important pour les nouveaux talents. Et on m'a dit, essaye cette fois de porter quelque chose qui n'est que à toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que la chose qui n'était que à moi, c'était celle qui était d'un côté une des majeures souffrances de ma vie, accepter d'être le résultat de deux opposés. Et j'ai pensé que si j'arrivais à réfléchir ça dans une collection, les gens auraient accepté la mode, auraient accepté la beauté d'une façon immédiate, sans cliché, sans peur, parce que je comprenais que ceux qui parfois on traduisait avec le racisme, c'était peur. Peur que quelqu'un arrivait prendre des espaces, peur que leur identité pouvait être violée de quelque manière. Et avec la mode, c'était quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de joyeux, d'immédiat. Et lorsque j'ai mis pour la première fois ensemble la chemise à rayures de mon père et les jupes qui représentaient à ce moment-là pour moi les racines noires d'Haïti, parmi les livres qu'on a lus, il y avait tous les grands héros de la négritude. Donc, je ressentais les racines africaines d'Haïti. Et c'est cette union que j'ai proposée. J'étais le résultat de cette rencontre. Donc, les gens voyaient seulement du styling. Donc, une chemise à rayures, c'est quelque chose de très particulier, très européen, pour moi, très italien. Et ces jupes avec ces fantaisies qui amenaient au tropique, ils disaient comment ça peut marcher ensemble. Oui, ça peut marcher. Tout peut marcher. Il n'y a pas de langage qui n'arrive pas à se comprendre si il y a un respect de base, s'il y a même une affection dans mon cas, non, par les deux racines. Et avec ce projet de biographie, parce que c'était une collection biographique, j'ai passé le concours et j'étais parmi les finalistes. Et pour la première fois, à partir de ça, j'ai commencé un peu mon parcours. Et monsieur Armani a découvert le travail et il m'a invité à faire mon premier défilé à la Milan Fashion Week et devenir la première styliste afrodescendante de l'histoire du Made in Italy et de la chambre de la mode italienne. Lorsque j'étais adolescente, je passais plus ou moins 2 mois aux États-Unis, en Haïti, pendant les vacances, chaque année. Et pour moi, c'était de l'air fraîche, parce que c'était la possibilité de ne plus m'excuser de ce que j'étais. Je ne rencontrais pas trop ce problème-là. Mais à un certain moment, c'était évident, je ne peux pas me dire haïtienne complètement. Et surtout, si je dois être vraiment sincère, c'est peut-être à cause ou grâce, peut-être un peu plus à cause de ma mère, que au début, c'était pas quelque chose que je voulais, parce que c'était le côté qui me causait tant de problèmes. Le côté haïtien, le côté de ma mère, c'était le problème. Parce que si j'avais été seulement italienne, j'aurais pas eu tellement d'attaques, de harcèlement, de tout ce qui s'est passé. Et donc, pour moi, elle était le problème. Elle, donc Haïti. Non, je n'ai pas choisi Haïti. Au début, c'était même le contraire. C'était quelque chose que j'essayais d'éloigner parce que c'était trop encombrant, trop important, c'était tellement toujours au centre. Ce pays était toujours au centre de ma vie. Alors, j'ai essayé de garder des distances. Ça ne servait à rien. Ce pays a été beaucoup plus fort que moi. Et évidemment, j'ai développé un sentiment qui était un sentiment inconscient
Je n'ai pas choisi, je ne l'ai pas voulu. Mais lorsque quelqu'un essayait de dire quelque chose de mal contre le pays, c'était « Oh, Haïti intouchable ». Alors, à ce moment-là, je sentais qui passaient par ma bouche les mots de ma mère. Mais vous vous rendez pas compte, on parle de... Et j'ai compris que c'était pas la peine, là j'étais plus grande, plus âgée, c'était pas la peine de s'opposer à ça. Ce pays a quelque chose que je comprends pas aujourd'hui. Encore aujourd'hui, je comprends pas comment il arrive à me toucher, il arrive à me prendre, il arrive à me engager dans tout ce qui le concerne. Et je le sens vraiment dans la peau. Parfois, c'est peut-être même trop. Et un exemple, lorsque un des référents du comité olympique haïtien m'a appelé pour me demander si j'aurais voulu faire l'uniforme, de créer l'uniforme pour Haïti, ça a été un oui immédiat. C'est comme le pays t'appelle, il n'y a pas d'autre réponse, c'est oui. C'est un oui peut-être un peu, même militaire, parce que ça a été oui, évidemment je le fais. Et je vais le faire le mieux possible, avec les moyens, les moyens qu'on avait. Mais c'est toujours le pays qui m'a appris que être le plus pauvre au monde, on ne peut pas l'utiliser comme excuse. Donc tu ne peux pas utiliser tes faiblesses, tes problèmes comme excuse. Mais comme, anche qua mi serve il termine, incentivi, incentive. Tu ne peux pas l'utiliser comme excuse, mais comme incentive pour faire mieux, et même mieux des autres, qui ont beaucoup plus que toi. C'est la preuve. Je crois que les Jeux olympiques de Paris 2024 ont été un petit miracle. Le team haïtien était le team le plus petit, vulnérable, pauvre. Et on était là à défiler sur cette tour Eiffel qu'on a contribué à payer. Et il faut comprendre que les autres teams avaient des moyens, genre des millions pour les uniformes, des millions. Nous, on n'arrivait même pas à avoir les tissus, parce que je voulais utiliser du chambré. Ça faisait partie de mes mémoires d'enfance. Ma grand-mère me faisait réaliser des tenues, des caftans en chambré pour moi. Je voulais mettre du chambré, je voulais mettre ma mémoire, le guayabette de mon grand-père. Donc, quand vous regardez la veste homme, c'est exactement la guayabette de mon grand-père. Et les foulards que les femmes haïtiennes mettaient chacune d'une manière différente, donc c'était de l'art pour moi. Et ce chef-d'œuvre de peinture de Philippe Dodard, donc aussi cette union, cette coopération avec un énorme artiste haïtien. Et bon, avec tous ces ingrédients, c'était incroyable pour nous déjà être arrivés à Paris. Les teams, les équipes mondiales étaient 112. Et je répète, Haïti était la plus petite. Et malgré tout ça, Haïti a gagné l'or comme tenue historiquement la plus belle au monde. Ça dit, cette histoire, ce qui est arrivé à Paris, raconte mieux que tout ce que je peux dire par rapport à la persévérance, à la volonté qui est contre tout. Parce que c'était incroyable, 112 pays avec des millions. On avait vraiment un budget très petit et on a gagné.
Et c'est le pays qui a gagné, c'est pas le design de Stella Jean, il ne faut pas penser à ça. C'est parce qu'il y avait une mère insupportable derrière moi. Parce qu'il y avait des femmes qui m'ont toujours rappelé, des femmes extraordinaires haïtiennes, que chaque fois que je pensais, non, c'est trop pour moi, je vais m'arrêter, je n'y arriverai jamais, et je pensais à ces femmes, ma mère parmi d'elles, Maryse Penet-Kedar, Magali Dresse, et ces potomitans qui me rappelaient, t'es là parce qu'on a fait ce qu'on a dû faire, on a fait notre partie. Donc maintenant c'est à toi. N'importe quel moment, n'importe quelle faiblesse, n'importe quel découragement, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Tu comprends que tu n'as pas le droit de t'arrêter parce qu'elles sont restées à leur place pour te permettre d'être là. Donc tu es là et tu finis ton travail. Et tu le fais au mieux. Et tu vas le faire mieux que les autres. C'est incroyable. C'est ça ce que je ressens pour le pays. C'est un peu un rapport d'amour et haine. Mais le résultat est quand même incroyable. Je crois que si j'aurais pu avoir ma mère dans cette chambre maintenant, le premier mot qui me vient à la tête, c'est « merci ». Je crois qu'on a passé, moi, avec ma famille, ma fille, mes enfants aussi, des moments très durs lorsque j'ai décidé de parler publiquement pour les droits civils, pour les droits des minorités dans le pays. Très dur parce qu'on a été menacé, ma fille aussi. À 15 ans, elle a été menacée, elle a dû être escortée à Rome et tout. Et à un certain moment, j'ai pensé, c'est trop, je n'y arriverai pas, c'est trop. Surtout parce qu'on touche ce qui est le plus important pour toi. Mais au même moment, j'ai pensé, ces gens oublient quelque chose. Ces gens qui se permettent de me menacer à mort, menacer la vie de ma fille, ils oublient que j'ai une mère haïtienne. Un pays qui n'a jamais accepté de chaînes, et je ne vais pas être la première à briser une si belle tradition. Donc, je ne peux pas me permettre, cette fois aussi, de ne pas rester à ma place. Et si je reste aujourd'hui à ma place encore, je ne suis pas habituée aux larmes, donc devo trattenere adesso. C'est peut-être plus la chaleur, c'est pour ça. C'est une femme terrible en plus, tu sais, m'émouvoir pour elle, c'est... Come si dice arrendersi, non mi viene? Tu ne peux pas te rendre, tu ne peux pas succomber, tu ne peux pas... Si aujourd'hui je reste à ma place, c'est parce que cette femme m'a appris à pas me rendre. Donc le mot, c'est un mot très court, très simple. Merci. Ou remen sa sot gade a, pa ve? Ebyen, pa neglije like, kommente, pataje. E pi, evite lot moun vin gade tou. Nou apresye chak fwa klike sou videyo nou yo. Nou dzo, mersi anpil.